Mais voilà, bon après-midi. Merci d'être aussi nombreux ici avec nous, en dépit du beau temps dehors, pour cette rencontre avec Laurence Bertrand d'Orléac et Giuliano da Empoli. Une rencontre dont les titres c'était La culture dans un monde qui sombre, mais en fait Giuliano il n'a pas voulu me dévoiler les titres de son nouveau livre L'heure des prédateurs, et si je l'avais su avant j'aurais changé les titres, j'aurais mis La culture dans un monde de prédateurs, ça aurait été un bien meilleur titre pour une rencontre. Enfin, en tout cas, on va essayer de discuter un peu de ces choses-là. Bon, vous connaissez nos invités, donc Laurence Bertrand d'Orléac, historienne de l'art, présidente de la Fondation nationale des sciences politiques, je crois qu'il s'appelle comme ça exactement, qui a écrit plusieurs livres, L'art de la défaite, L'ordre sur l'art entre 40 et 44, L'ordre sauvage sur l'art entre les années 50 et 60, pour en finir avec La nature morte, un livre sur Greta Thunberg, un peu différent peut-être, Un ours dans la tête, et tout récemment, il y a quelques mois, enfin un début d'année, ce livre, Les lions des Rosa, entre parenthèses, bonheur, une réflexion plus qu'un essai sur Rosa Bonheur, ses lions, etc. etc. Giuliano da Empoli, italien, suisse, il vit en France depuis longtemps. Comme vous le savez, il a écrit lui aussi plusieurs essais. Peut-être vous avez lu il y a quelques années Le Florentin, qui était un essai oui, sur Matteo Renzi, qu'il a connu à un moment de sa vie où il s'occupait très près de politique, mais aujourd'hui un peu plus en distance. Et puis vous avez vu Les Ingénieurs du Chaos, peut-être. Vous avez lu Les Ingénieurs du Chaos, dont il y a une nouvelle édition qui sort en ces moments. Puis ben, évidemment, le grand succès du Mage du Kremlin, un roman qui a eu un énorme succès des librairies et le prix de l'Académie française, si je me rappelle bien. Et puis là, tout récemment, aujourd'hui, je pense qu'il sort cette semaine, depuis un jour ou deux. Ouais. Voilà, aujourd'hui même. Non, jeudi, voilà. Jeudi, L'heure des prédateurs. Donc, un livre qui, on se disait tout à l'heure, c'est un essai, mais aussi un peu romanesque dans sa façon de raconter les choses. Et on va peut-être partir vraiment de ça, de ces prédateurs, ce monde qui sombre peut-être à cause des prédateurs. Et alors, je te demanderai, Giuliano, qui sont ces prédateurs et comment ils agissent? Les prédateurs, ce sont donc... il y a deux types de prédateurs en réalité. Il y a le premier type de prédateurs que j'appelle des Borgiens, parce qu'ils sont un peu... Ils inspirent leurs actions à celles de Cesare Borgia, qui était le modèle du prince de Machiavel. Ce sont des personnages dont je parle un peu dans le livre. Donc, bien évidemment, des personnages, des politiques comme Donald Trump, mais aussi le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, le président du Salvador, Nayib Bukele, Milei, d'autres personnages qui sont dans l'actualité. Et en réalité, on ne comprend pas très bien qui sont ces personnages et la façon dont ils se comportent si on lit les textes de sciences politiques. Pardon, Laurence, mais vous n'êtes pas, bien heureusement, une politologue, mais vous présidez au destin de beaucoup de politologues, et dont moi en partie. Donc. Mais donc, effectivement, si vous lisez ces textes-là, des 30, 40 dernières années, vous ne comprenez pas forcément la logique des prédateurs. Et alors que si vous reprenez en main vos classiques, donc à partir des classiques romains, à partir de Suétone, de Tacite, même les satires, même Juvénal, même Pétrone, et après vous continuez jusqu'à Machiavel, à Guicciardin, etc., encore plus cynique que Machiavel. Eh bien, vous trouvez ces personnages-là, donc qui obéissent à une logique de la force,
qui, un peu la phrase de Thucydide, non, les forts font ce qu'ils peuvent et les faibles souffrent ce qu'ils doivent. Hein, c'est un peu leur, disons, leur maxime, leur règle d'action. Et ils évoluent dans un monde chaotique, sans légitimité, où ne compte que la force et où la primauté est à l'agression et à l'action. C'est d'ailleurs la première règle de Machiavel. Il faut attaquer plutôt que défendre. Pardon ? Attaquer plutôt que défendre. Ben oui, parce que à l'époque de Machiavel, et c'est ça qui est intéressant, je pense au début du XVIe siècle, en Italie, vous avez toute la civilisation des petits États de l'Italie, du centre et du nord, la grande civilisation des républiques et des États italiens qui est balayée par une nouvelle technologie qui vient en ce moment de France, qui est l'artillerie lourde, qui pénètre les forteresses et donc donne l'avantage à l'agresseur. Et à ce moment-là, évidemment, il y a la déferlante d'abord française, et puis ce sera d'autres pays qui vont en effet balayer les républiques italiennes. Et aujourd'hui, on est à nouveau dans une phase où la primauté est à l'agresseur, parce qu'on bascule dans la dimension numérique, et quand vous êtes dans le numérique, attaquer ne coûte rien. Une cyberattaque ne coûte rien, une campagne de désinformation ou d'agression ne coûte rien, alors que se défendre est très coûteux, parfois impossible. Et donc vous êtes à nouveau dans un monde qui, d'une certaine façon, donne l'avantage aux prédateurs. D'où la deuxième catégorie de prédateurs, qui est à mon avis la plus intéressante et la plus importante, qui par contre est nouvelle, et qui sont les seigneurs de la tech, à la tête donc de machines de plus en plus puissantes, qui longtemps ont fait semblant de rester au fond, de se prêter aux règles du jeu démocratique, qui faisaient des lobbying sur les élus, et qui aujourd'hui, on le voit bien avec le couple, si on veut, avec le couple Trump-Musk, mais c'est une image. Aujourd'hui, parce que le phénomène est beaucoup plus large, prennent de plus en plus le pouvoir directement. On voit de plus en plus que c'est un véritable dessein de projet de société dont ils sont porteurs et qui n'est plus compatible avec les vieilles élites de centre-droit, de centre-gauche qui ont gouverné nos démocraties au cours des dernières décennies, mais qui par contre est tout à fait en phase avec les prédateurs, justement, qui sont des gens qui, au fond, ont envie de balayer le monde ancien et surtout ses règles. La première règle de Shakespeare dans l'Henri VI, c'est « tuer tous les avocats ». C'est Dick le Boucher qui dit ça au moment de la révolte dans Henri VI. La première chose qu'on fait, c'est tuer tous les avocats. Eh bien, c'est la première règle des prédateurs, et c'est-à-dire tuer les règles, enfin, voilà, de se confronter à un système de règles, d'establishment, contre-pouvoir, des choses comme ça, de contre-pouvoir. Et sur ça, les deux types de prédateurs, donc les vieux, au fond, politique à la Trump, leader politique au fond très classique, mais prédateur, et les nouveaux seigneurs de la tech, ils sont dans la même logique. Et c'est cette conjonction-là, je crois, qui aujourd'hui crée un peu le contexte. Alors le monde qui sombre, on verra bien, mais espérons que non, quand même. Ouais, espérons que non, mais c'est un peu mal parti. Ouais. Laurence, vous avez lu le livre de Giuliano, tout à l'heure on en parlait, vous m'avez dit que vous l'avez trouvé même romanesque dans sa façon de... Oui, je pense qu'il a lu, mais vous inquiétez pas. Vous partagez un peu son analyse, son... Alors, je ne me permettrai pas de partager cette analyse parce que je pense qu'il a été tellement loin et tellement finement dans la... Je suis pleine vraiment de jalousie pour ce livre, je l'avoue. Je disais, comme il est suisse, on dit... vous savez, les Suisses, quand ils sont très contents, disent « je suis déçu en bien ». Et moi, je suis jalouse en bien.
parce que je trouve que c'est son meilleur livre. J'aime beaucoup les autres, mais je n'ai pas lu le Florentin cependant. Donc, il n'y a que 4 ou 5 personnes qui l'ont lu. D'accord. Donc j'aimerais être la 6e. Apparemment, oui. J'aimerais être la 6e. Mais en fait, c'est un roman. C'est un roman vrai. Enfin, Paul Venn parlait de roman vrai quand il parlait de l'histoire. Alors, c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'histoire au pluriel, disons, qui est extraordinairement romanesque. Mais hélas, parfois, justement, le roman permet d'aborder le monde dans sa réalité. Et il se trouve que Giuliano va dans des lieux où il est quasiment le seul, en tout cas, qui sait écrire, qui va dans ces lieux-là, dans ces mondes. Et donc, ça donne quelque chose d'absolument époustouflant. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est l'esthétique dans ce livre. C'est pas seulement parce qu'il parle de Léonard de Vinci et Machiavel et de la rencontre au début du XVIe siècle, mais autour d'ailleurs de ce tyran, justement. Hein, mais je ne dis pas tout parce que sinon vous n'allez pas le lire. Mais c'est quand même une esthétique, c'est-à-dire c'est ce qui m'avait frappé. J'avais essayé, personne n'a compris. Je le dis ce soir au cas où j'aurais quelques lecteurs encore possibles, pour Un ours dans la tête de Greta Thunberg. En fait, j'aurais très bien pu m'intéresser à Trump, mais ça aurait été beaucoup plus amusant et déprimant, je crois. Alors que Greta, en fait, ce qui m'a fasciné, c'est sa façon d'arriver aux choses, pas par le discours, parce qu'elle dit rien, en fait, mais par la manière justement de faire un discours, d'être dans son monde, hein, puisqu'on sait qu'elle est autiste de haut niveau, de ne pas voir les montagnes, d'être complètement disruptive, justement, de ne pas comprendre d'ailleurs même les règles qui existent, d'inventer en permanence. J'ai dit qu'elle travaillait comme une performeuse, mais je le crois, mais pour le bien. Il se trouve que son combat probablement était, à mon sens, un juste combat. Mais ce qui m'a frappé, c'était quand même l'absence totale de discours. Elle le disait, je répète ce que dit le GIEC, point. Donc en fait, on fait comme si, disons, tout était rationnel en politique et dans les sciences humaines et sociales qui étudient la politique. Et en réalité, hélas, ou tant mieux parce que c'est une spécialité humaine, non, c'est pas du tout. C'est autre chose. Et cette esthétique, disons, je trouve qu'elle est très présente. D'abord parce qu'il y a beaucoup de portraits, beaucoup de couleurs, beaucoup de symboles, et en même temps, on comprend qu'au fond, la politique, c'est une esthétique. Ben, je pense que sur ce thème-là, tu seras tout à fait d'accord, parce que effectivement, une des caractéristiques de notre temps, c'est justement que tout passe par l'image, tout passe par des symboles qui vont très rapides. Et en général, tous ces prédateurs, ils sont très hostiles à la pensée critique, à la pensée qui prend son temps, qui réfléchit, qui soupèse les différentes hypothèses, qui regarde les conséquences à moyen et long terme. On vit dans l'instantanéité et dans l'image immédiate. Oui, ben, c'est plus que ça. Je cite dans le livre une phrase que reporte Goethe à un moment d'un vieux duc de Saxe qu'on priait de réfléchir et de considérer avant de prendre une décision. Et lui, il répond mais je ne veux pas réfléchir et considérer, sinon pourquoi serais-je duc de Saxe? Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez puissant parce que c'est le pouvoir. Le pouvoir de réfléchir, de considérer, de regarder le manuel des règles, d'interpeller des experts, de faire des commissions, etc. Et puis ensuite d'assumer une décision, ce n'est pas véritablement un acte de pouvoir. D'ailleurs, Trump, il fait ça assez vite, il décide. Alors que la décision irréfléchie, inattendue, elle, premièrement, constitue un véritable acte de pouvoir et elle a la force de sidérer le public, les adversaires, enfin toutes les personnes qui sont soumises ou confrontées à cette décision. Et ce qu'il faut, je crois,
quand même voir, c'est que dans un système très contraint, hein, on considère quand même, ou beaucoup de gens, les électorats des pays, de nos démocraties, considèrent que nous vivons dans des systèmes politiques, notamment, où les contraintes sont telles qu'on ne peut plus rien faire. Hein, et d'ailleurs, c'est pour ça que les politiques sont plus ou moins plus les mêmes. De toute façon, on fait des campagnes électorales en confrontant vaguement des slides en PowerPoint, etc. Mais en réalité, après, on arrive au moment de la décision, il n'y a pas grand-chose qui se passe, il n'y a pas grand-chose, voilà, il n'y a pas de grande différence, etc. Et donc, il y a une frustration qui est générée par ça. Hein. Et là, vous avez des personnages qui, dans un contexte de ce type, non. Voilà, ils posent des choix sidérants. Non, et c'est la définition même du miracle, d'une certaine forme. Hein. Le miracle en théologie toujours très importante dans l'esthétique de la politique aussi, je crois. En théologie, le miracle, c'est l'intervention directe de Dieu dans le monde, qui court-circuite les règles ordinaires de fonctionnement qu'il a données lui-même d'ailleurs au monde, mais qui intervient directement sur une situation précise. Et le miracle politique, c'est la même chose. Poutine, pour reprendre, il n'est pas, oui, il est peut-être cité dans le livre, mais je... Il n'est pas les centres, en tout cas. Non, il n'est pas au centre. Il y a relativement peu de Russes dans ce livre-là. Mais Poutine appelle ça le contrôle manuel. Hein, il y a le pilote automatique, il y a en plus la Russie reste un système quand même très bureaucratique, évidemment, héritier de l'Union soviétique, ou même dans ce système autoritaire qu'ils ont, il y a quand même une forme de formalisme, souvent très vide, mais le contrôle manuel, par contre, c'est voilà, la possibilité pour le chef d'intervenir directement pour régler une situation. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental par rapport à ce à quoi on est en train d'assister. Hein. Trump fait ça de façon tout à fait systématique. Et c'est très puissant. C'est très difficile de contraster ça, parce qu'on est simplement dans l'invocation des règles, du respect des règles, alors qu'eux vous disent « mais nous, on se concentre sur les problèmes, non pas sur les règles ». Donc, et si on ne peut pas régler le problème de la criminalité, le problème de l'immigration, le problème du pouvoir d'achat, le problème en respectant les règles, eh bien, on intervient directement. Et l'opposition, par rapport à ça, elle est contrainte de dire mais non, mais il y a des règles. Et on est tout de suite dans une position de relative faiblesse. Et alors, justement, parce qu'on se disait tout à l'heure que peu la culture, face à ces moments, vous avez écrit des livres justement sur des moments difficiles de l'histoire, la défaite, l'art face à tout ça, comment elle peut réagir devant des situations et à des gens de ce type-là? Alors, les règles seront forcément... c'est un peu la même question. On ne change pas de monde, on est toujours dans le même monde quand il s'agit de culture. Mais c'est vrai que les artistes, peut-être, sont mieux armés, si je puis dire, pour répondre, en tout cas à titre au moins individuel, au chaos. C'est-à-dire qu'ils ont une habitude d'abord de l'expérimentation et de voire de l'échec, qui n'est pas la même que n'importe qui. Enfin, c'est des banalités que je vais dire là, mais je pense que pour eux, pour elles, je pense qu'il y a une situation en temps normal, si je puis dire, qui est une situation toujours d'exception. Ça ne veut pas dire pour ça que ça sera facile ou agréable de vivre dans une époque, puisqu'il s'agit en effet d'époque, où disons, la culture va servir, vous l'avez dit, enfin, on s'attaque, on voit bien
politique du président américain de s'attaquer tout de suite à la culture et à l'enseignement. Enfin, c'est très bon. Ça correspond tout à fait, en effet, à un schéma habituel pour les régimes, disons, autoritaires, à vocation totalitaire, disons, pour ne pas dire totalitaire, mais à vocation, enfin, à horizon d'attente probablement totalitaire, c'est-à-dire vraiment dominer complètement la partie. Alors, c'est vrai que dans ce domaine-là, les modes de résistance qui ne sont pas prévisibles, vous savez, l'histoire est inventive, heureusement, et les artistes aussi. Donc, il peut y avoir toutes sortes de réactions. Mais ce que j'ai pu constater en période disons, de privation de liberté, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale en France, que partout dans les camps, dans les prisons, je crois que c'est Germaine Tillon, quand elle a fait une opérette à Ravensbrück avec ses amis qui étaient déportés pour rire. Et elle a dit, et ne serait-ce que peut-être pour ça, elle mérite d'être au Panthéon pour sa résistance extraordinaire, mais aussi pour cette œuvre d'artiste qu'elle a, parce que c'est une opérette extraordinaire. Elle a dit, on peut rire jusqu'à la dernière minute. Bon. Et je crois que le rire, en effet, va être une de nos... Et je pense qu'il y a, encore une fois, des modes de défense chez les artistes. Il n'empêche que ça peut être très dur, et c'est déjà, d'une certaine manière, très dur, à la fois du point de vue matériel, on le sent bien, et aussi du point de vue de l'ambiance, de l'atmosphère, disons, de la politique. Bon, je ne sais pas si je dois... dire précisément, parler d'exemples du passé. Ce que j'ai remarqué, juste une chose peut-être, c'est j'ai écouté ce qui se passait en Ukraine, là, et j'ai été très intéressée par ce qui se disait, c'est-à-dire qu'au théâtre, un peu partout en Ukraine, on revient au classique. Alors ça m'intéresse beaucoup aussi dans le livre, c'est une magnifique... disons, invitation à relire les classiques. Je constate que dans les périodes de crise, de démocratie, on revient au classique parce que c'est une forme d'identité sûre, stable, disons. Il y a quelque chose donc, que je vous mets dedans, si je puis me permettre, Giuliano. C'est classique maintenant. Pour échapper à parce que c'est très anxiogène. Et je pense que revenir au classique permet de revenir à des choses qui d'abord nous habitent depuis longtemps, qu'on apprend quand on est très jeune, qu'on oublie parce qu'ils sont plus efficaces, et tout d'un coup ça redevient efficace. Et je constate qu'en Ukraine aujourd'hui, c'est ça qu'on va revisiter, ça m'intéresse beaucoup. Peut-être parce que dans les classiques, on retrouve justement l'art comme espace de liberté, de réflexion, de critique, tout ce que l'algorithme n'aime pas, en gros. Et il y a une formule très belle dans ton livre. À un moment, tu dis « l'intelligence n'est pas artificielle, elle est autoritaire ». Je voudrais que tu nous expliques un peu mieux ce concept que je trouve que dit quelque chose de ce qui s'est en train de passer. Oui, enfin, moi, je ne suis pas un luddite. Hein, pas du tout. Donc, je ne fais pas, et je ne pense pas que ce soit intéressant de faire une polémique contre, certainement pas contre la science et même pas contre la technologie. Moi, ce qui m'interpelle, c'est la gouvernance de la technologie. Hein. Je pense que la gouvernance actuelle des technologies, notamment de l'intelligence artificielle, est complètement folle. Et effectivement, parce que c'est une... alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, parce qu'en effet, il y a deux questions. C'est-à-dire... je vais peut-être plutôt répondre à ta question plus que, que tu l'as posée. Non, mais c'est la moindre des politesses, en effet. Donc, oui, je crois que le vrai roman d'anticipation de l'intelligence artificielle, il y en a beaucoup qui s'écrivent, qui sont d'ailleurs, certains d'entre eux sont tout à fait intéressants, mais le vrai roman d'anticipation de l'intelligence artificielle, c'est Kafka. Hein. C'est Le Château, Le Procès, surtout ces deux, où en réalité personne ne sait véritablement ce qui se passe. Hein.
et où il y a des entités surpuissantes qui déterminent le cours des choses et les destins humains. Et ni l'accusé, ni même les juges dans le procès savent sur quelle base et pourquoi et comment, disons, sont prises les décisions. Et je crois que ça, c'est effectivement un peu le monde de l'IA dans lequel nous basculons. C'est-à-dire, si vous parlez avec les scientifiques qui s'occupent de ça, et vous leur demandez par rapport à la possibilité d'expliquer comment sont prises les décisions de l'IA. Non, on sait bien que c'est des modèles de langage qui n'ont pas besoin voilà, qui s'entraînent tout seuls à partir d'un certain moment et qui génèrent tout seuls leur propre connexion. Et on leur demande la possibilité par rapport à ça d'avoir une explication, simplement une reconstruction de la façon dont, du processus qui a été suivi pour prendre une décision. Ils vous diront que ce ne sera jamais possible. Ce qui sera possible sera de constater que ces décisions sont de plus en plus efficaces. Donc, elles répondent de plus en plus à des conditions d'efficacité sur les sujets sur lesquels elles sont interpellées. Mais vous ne pourrez jamais véritablement comprendre comment la décision a été prise. Et ça, je crois que ça pose un problème, parce que l'efficacité de la gouvernance, par exemple, n'est pas la seule question qui est en jeu. Non? Alors, par exemple, les politologues, qui méritent quand même parfois d'être, je pense, lus et appréciés pour la contribution qu'ils donnent à notre compréhension du monde, distinguent entre pardon, je vais être très ennuyeux. En plus, Laurence a la générosité de dire que mon livre est plein d'images et romanesque, etc. Et moi, je vous fais un petit cours donc, bon, je suis désolé, le livre n'est pas comme ça. Mais les politologues, par contre, eux, distinguent entre la légitimité du résultat et la légitimité du processus. Donc, le résultat est important, mais dans une démocratie, ce qui compte, c'est le processus. Parce que si le processus est légitime, et donc il y a eu, effectivement, c'est la possibilité pour une société humaine de déterminer la direction dans laquelle elle va. Et surtout, c'est réversible. Et tout à fait, c'est réversible, c'est compréhensible et c'est réversible. Si vous ne vous basez que sur le résultat, voilà, vous êtes peut-être dans une société qui va être optimisée, efficace, etc., mais vous n'êtes plus dans un contexte démocratique. Et je pense que c'est le choix et le clivage vers lequel nous allons aujourd'hui. Le grand clivage du XXe siècle a été l'État et le marché. Qui est-ce qui doit prendre les décisions sur l'organisation de notre société, sur notre vie, etc. Est-ce que ça doit être plutôt l'État ou plutôt le marché, ou mettre la frontière entre les deux, le marché, la société civile, les individus, etc. Au XXIe siècle, le nouveau clivage va être celui entre l'humain et la machine et l'algorithme. Et les prédateurs de la tech, notamment, c'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils basculent en dehors du système de la démocratie et de ses règles, pensent que les sociétés humaines pourront être gérées de façon beaucoup plus efficace à travers des décisions automatiques d'algorithmes et de machines, plutôt que par les choix irrationnels des gens. Donc l'autoritaire, ils sont autoritaires parce qu'ils refusent le processus de décision, enfin la clarté du processus de décision. C'est là qu'il y a l'autorité. Voilà. Et sur l'autre question que tu étais en train de développer au début, donc les règles, tu disais on est dans un monde en ce moment où il n'y a aucune réglementation, enfin une réglementation qui est très vague. Oui. Pour alors là, par contre, c'est justement cette montée en puissance de la tech. Moi, j'écris le livre en prenant en assumant la position du scribe aztèque, qui serait donc quelqu'un qui aurait été
toujours dans cette position justement un peu ambiguë, on ne comprend jamais exactement ce qu'il fait là, mais qui aurait été à la cour de l'empereur aztèque Moctezuma au moment du débarquement des premiers conquistadors espagnols. Et quand les conquistadors espagnols arrivent, on pourrait les exterminer. L'Empire aztèque a une capitale de 200 000 habitants, une armée de dizaines de milliers de personnes, pourrait facilement exterminer les 250 Espagnols qui débarquent, sauf que ces gens-là, ils ont des sortes de bâtons d'où sort la foudre, le tonnerre. Ils montent des sortes de cerfs dont on ne sait pas, mais ils semblent leur obéir. Ils ont des gaines luisantes qui les couvrent et les protègent des flèches et de tout. Et donc, on se dit, mais s'agit-il véritablement d'humains? Ne serait-ce pas les dieux qui reviennent? Et donc, l'empereur décide de ne pas décider. Donc, il leur envoie des ambassades et il leur dit « Surtout, ne venez pas me voir. Je n'ai pas besoin que vous me veniez me rendre hommage. » Mais il leur envoie des dons en même temps. Et ça, c'est les politiques par rapport à la tech, au cours des 30 dernières années. C'est-à-dire, il voit débarquer ces jeunes types. À l'origine, c'était des jeunes, ils ont un peu vieilli entre-temps aussi, mais à l'origine, c'est des jeunes types de 25 ans, leur sweat à capuche, mais voilà, ils ont l'air un peu barbares, mais en même temps, on comprend bien qu'il y a quelque chose d'intéressant, enfin, qu'ils font des choses qui sont quand même assez remarquables. Et le politique, il ne comprend pas du tout de quoi il s'agit. Mais il voit que c'est moderne, que c'est le futur, qu'il y a quelque chose. Donc, il voudrait faire partie un peu de ça. Et puis, de toute façon, le type de la tech, même s'il a 25 ans et en sweat à capuche, il le méprise comme un vieux chef de tribu. Donc, il n'a pas... Mais il lui concède un selfie de temps en temps. Et à la fin, le politique, il se contente de ça, faute de mieux. Et ça, c'est les 30 dernières années de relations entre le monde de la politique et le monde de la tech. On a expliqué aux politiques qui n'y comprenaient rien, qu'ils ne pouvaient pas réguler ça, que ça aurait tué la chose, que de toute façon, c'était des dinosaures. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, les gentils jeunes hommes, parce qu'il ne s'agit que d'hommes, en très 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 large majorité, les conquistadors qui ont débarqué de la planète numérique, eh bien, ce sont devenus des puissances extraordinaires, supérieures à celles des États sous beaucoup d'égards, qui préparent aujourd'hui le prochain stade de l'évolution humaine. Et y compris, donc l'intelligence artificielle, effectivement, est un élément, pas le seul, mais quand même un élément très important de tout ça. Et tout ça se fait sans aucune règle, sans aucun contrôle. Il y a aujourd'hui, c'est d'ailleurs l'ancien conseiller de Biden en partant qui l'a dit, merci, d'ailleurs, en partant de faire des annonces catastrophiques. C'est toujours sympathique quand vous avez exercé le pouvoir pendant 4 ans, de partir en disant, lui, il a dit, il y a en ce moment, aux États-Unis, 4 ou 5 projets Manhattan qui sont en cours. Vous voyez, le projet Manhattan, évidemment, celui pour le développement de l'arme atomique, mais qui s'était fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous l'égide du gouvernement américain. Et là, il y en a 4 ou 5 qui ont le même potentiel, la même portée, la même importance, et en partie, peut-être, on peut le craindre, le même potentiel de destruction aussi, mais qui se font sans aucun contrôle dans des boîtes privées. On voit d'ailleurs qui sont les personnages et quel est le caractère des personnages qui guident, disons, et qui sont voilà, les patrons de ces boîtes. Et c'est l'état actuel de la gouvernance de la tech et de l'intelligence artificielle. Je trouve ça un tout petit peu inquiétant. Laurence, vous partagez son inquiétude. Qu'est-ce que vous inspire cette réflexion sur l'avancée de cette technologie ? Alors, en 2018, nous avons, avec quelques amis, dont Jérôme Neutre et Miguel Chevalier, fait une exposition au Grand Palais qui s'appelait « Artistes et robots » pour voir un petit peu ce que les artistes faisaient avec des machines.
Et j'avais un peu peur de faire une expo technophile, à vrai dire. Ça m'énervait un petit peu d'avance parce que, bon, justement, peut-être j'ai moins d'appétence, disons, spontanée pour... Et en fait, c'était d'abord extraordinaire parce que, évidemment, dès qu'un pilote est un artiste ou une artiste, ça devient intéressant parce que c'est vraiment intéressant. Juste un exemple, par exemple, qui m'a frappé, le film de Fukada, Sayonara. Donc, c'est après une catastrophe nucléaire au Japon, et il reste quelques humains, une humaine et son robot que son père lui avait acheté quand elle était petite. Et à la fin, donc, la jeune femme est très anxieuse, est assez souffrante physiquement, et c'est l'androïde en fait qui lui raconte le bateau ivre de Rimbaud, parce que l'humaine a complètement oublié. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'à la fin de l'exposition, j'étais non pas rassurée, mais très inquiète, rassurée sur le monde de l'art, parce que c'est un monde qui prévoit, je trouve, les contre-pouvoirs, mais que nous étions déjà des robots. J'ai eu l'impression, comme jamais j'avais l'impression, que nous étions déjà, nous, habitués à des choses, des routines. Et au fond, c'est le thème du livre aussi de Giuliano, c'est la routine. C'est-à-dire que le personnel politique pense que ça va marcher, la routine. On va exceller, pas dans la routine, évidemment, de base, la routine qui a été, où des gens étaient formés à la politique, etc., et que ça va continuer à marcher. Or, ça ne marche plus et ça ne va pas marcher comme ça. Et voilà, donc finalement, oui, en fait, il ne s'agit pas d'être, moi non plus, je ne suis pas du tout technophobe, du tout, au contraire, ça m'intéresse. Enfin, disons que je regarde et je continue vraiment à regarder ce qui se passe, surtout en art. Parce qu'il y a des choses absolument incroyables que Monet n'aurait pas pu essayer de faire de l'immersif. Et maintenant, on peut, justement, quand on fait vraiment des œuvres pour ça, mais il y a aussi un peu des ingénieurs, non pas du chaos, mais de la facilité du marché, qui font des œuvres complètement inintéressantes. Mais il y a aussi beaucoup d'œuvres très, très intéressantes. Donc, je regarde tout ça avec attention, mais je partage absolument l'analyse de Giuliano, qu'il n'y a pas eu de réflexion, et ce que vous dites, je dois dire des démocrates, en particulier gauche comme droite, je veux dire, on peut, là vous avez parlé de Trump, et c'est évidemment pour l'instant notre problème. Mais en fait, on se rend compte, vous avez parlé de Biden, mais Obama, etc. C'est-à-dire que tous les gouvernements démocratiques, personne en fait n'a pensé. Et donc, il est temps de se ressaisir pour des tas de raisons. Mais ça, on a besoin des gouvernants pour penser ça. Mais surtout pour faire ça, pour faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire quand même l'établissement de règles, s'il est encore temps. Et vous parlez justement de l'art contemporain. Et les discours aujourd'hui, bien sûr, il y a le problème de l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies. Il y a beaucoup de populisme qui comment on peut dire, envahit notre espace. Et une des questions qui est posée sans arrêt, c'est oui, mais la culture, c'est quelque chose d'élite. Et on oppose sans arrêt l'art des élites à une culture populaire. Je voulais savoir quelque chose là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous répondez à ces discours qui opposent sans arrêt une culture à une autre? Oui, j'y crois sans y croire. Enfin, c'est-à-dire que la culture, elle circule. Vous savez, les idées, ça circule, les chansons, ça circule, la musique, ça circule. En fait, tout à l'heure, je suis venue avec quelqu'un qui m'a raconté, un chauffeur de taxi qui m'a raconté qu'il était en train d'écrire l'histoire de son village en Kabylie. Et il m'a raconté, c'était fascinant. Je ne voulais plus sortir de la voiture, tellement c'était incroyable. Et voilà, donc il m'a parlé de Baudelaire, comme j'ai rarement entendu parler de Baudelaire, parce qu'il connaît... Bon, donc vous voyez, il faut se méfier en fait aussi, et je pense qu'il ne fréquente pas forcément les musées, mais il écrit, il imagine des récits, etc. Donc, vous savez, les artistes, ils travaillent avec la culture, la haute culture, les cultures savantes, la culture ancienne, mais aussi avec les actualités, avec la BD, avec n'importe quoi, avec le café du coin, avec... donc,
je pense qu'il ne faut pas trop opposer, disons, parce que ce que je disais tout à l'heure sur l'Ukraine, il ne m'a pas semblé que c'était des gens très cultivés dont on parlait. Il m'a semblé que c'était des combattants lambda, disons, pas forcément à Bac+5, vous voyez. Donc, moi, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, d'autant que je trouve qu'on a très peu d'éléments, et peut-être heureusement d'ailleurs, pour évaluer en fait ce que ressentent les publics devant la culture. J'entends par là que même pour Pierre Bourdieu, qui certes était philosophe, mais qui était surtout sociologue à la fin, a dit finalement une œuvre d'art, c'est un inconscient qui s'adresse à un autre inconscient. Or, on n'a pas les mêmes inconscients. Et donc, tout reste ouvert. Peut-être que je suis un peu optimiste, comme vous le voyez. C'est bien. Non, mais c'est quand même vrai, par contre, Giuliano, que comment on peut dire, le mépris pour la culture, c'est un trait caractéristique de ce monde de prédateurs, etc. Et on a un peu l'impression que on a du mal après à relancer le débat des idées parce qu'il y a une espèce de disproportion absolue. Et on discutait tout à l'heure, on se disait, au fond, le débat des idées, la bataille des idées, comme il l'a imaginé Gramsci autrefois, c'est plutôt la droite ou l'extrême droite qui s'en est emparée d'une certaine façon. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, c'est un peu le constat qu'on peut faire, c'est-à-dire il y a eu probablement dans le processus de normalisation de la gauche à la fin des années, enfin à la fin du XXe siècle, après la chute du communisme, voilà, une forme de peut-être un tout petit peu, on a voulu, ça a été très visible en Italie notamment, où effectivement le Parti communiste avait exercé cette forme d'hégémonie culturelle et où la dimension technocratique a pris le dessus, parce qu'il fallait se conformer à une norme qui devenait la seule norme possible. Et donc, le sujet même de la bataille des idées, au fond, si on était à la fin de l'histoire, hein, d'une certaine façon, la bataille des idées n'a plus beaucoup d'importance, parce que de toute façon, il y a une idée qui est plus ou moins la bonne idée, hein, qui s'impose, et il s'agit de l'appliquer de façon compétente. Après, on peut faire des arbitrages différents, mais ce n'est plus une bataille des idées. Et je pense que la gauche, dans sa large majorité, a plutôt adhéré, peut-être même en surcompensant, hein, vu que, par contre, elle avait un passé où justement cette recherche de l'hégémonie culturelle était très importante, peut-être même en surcompensant dans le sens opposé, elle a plutôt adhéré à cette vision technocratique. Alors que c'est au fond, ces groupes qui étaient au début tout à fait marginaux, hein, parce que ce n'est pas les libéraux qui ont adopté la stratégie c'est pas la droite modérée qui a adopté une stratégie gramscienne. C'est véritablement les franges un tout petit peu plus extrêmes, hein, qui, étant d'ailleurs aussi les premières et les plus habiles à profiter du nouvel écosystème numérique. Hein, encore une fois, les deux choses, à mon avis, se croisent. C'est-à-dire, vous avez en même temps des groupes plutôt marginaux qui en tant qu'outsiders, adoptent et réfléchissent sur une stratégie gramscienne. Et après, vous avez l'instrument. Hein, l'instrument qui permet, effectivement, pour la première fois, de partir des marges et même, si vous voulez, de rester aux marges. C'est-à-dire, vous n'avez plus un instrument centripète
qui va vous forcer, au fond, à vous adapter, à converger vers quelque chose de raisonnable et de centriste, mais vous avez un écosystème numérique qui met la prime aux idées les plus radicales, les plus transgressives, les plus surprenantes, les plus extrêmes, et qui véritablement vous permet de générer de l'énergie sur ça. Et je crois que ça a peut-être produit ce dont tu parles. D'ailleurs, il y a un très bon livre d'un politologue un peu marginal argentin, très brillant, mais qui est en partie à Paris, qui s'appelle Pablo Stefanoni, et ça s'appelle La rébellion est devenue de droite, ou quelque chose de comme ça, je ne me souviens plus du titre de la traduction exacte, où il raconte très bien ce processus-là, et au fond, regarde même dans ce monde assez inculte, effectivement, qu'on voit surgir à travers Trump, non? Alors, Trump, derrière Trump. Alors, Trump, je raconte ça dans le livre parce que c'est un détail qui m'a frappé, parce que ce n'est peut-être pas un détail. Trump ne lit rien, hein. Et la question n'est pas qu'il ne lit pas de livres, parce que c'est évident. Elle n'est pas qu'il ne lit pas de journaux, parce que ça c'est évident aussi. Mais il ne lit même pas les 10 lignes que lui se présente un conseiller. Voilà, les notes, vous savez, vous êtes à la Maison-Blanche, vous êtes censé de temps en temps avoir des réunions, prendre des décisions. Votre équipe vous prépare des notes, hein. 1 page, idéalement 5, mais disons pour Trump, 1. Et du coup, il ne les lit pas non plus. Et donc, il est fonctionnellement analphabète, hein. Pas totalement, mais il est fonctionnellement analphabète. Il ne lit pas. Il est dans l'oralité, il est évidemment dans Internet, dans X, dans ses réseaux sociaux, la télévision et tout, mais il n'est pas dans la lecture du tout. Et ce qui le rend très puissant, paradoxalement, dans ce monde, parce que vu qu'on parle de la décision irréfléchie, évidemment, ne pas lire favorise énormément la décision irréfléchie. Mais derrière lui, quand même, hein, il y a par contre des intellectuels très radicaux, hein, dans le Grand Continent, qui est cette revue que nous faisons, avec plusieurs amis, qui, à mon avis, est assez intéressante pour qui a envie d'approfondir ces sujets-là. Nous publions un intellectuel qui s'appelle Curtis Yarvin, jeune, autodidacte, bizarre, grand-père communiste américain, background bizarre, pour les États-Unis. Vous savez qu'il n'y a pas énormément de communistes aux États-Unis. Et lui, il théorise le passage de la République romaine à l'Empire romain, hein, fondamentalement, avec pour point de bascule un personnage très populaire qui aurait été en condition de gagner la première élection, mais qui n'aurait pas forcément besoin d'être réélu, qui serait donc Trump. Et il le fait, alors dit comme ça a l'air un peu idiot, mais disons, c'est une pensée qui n'est pas inintéressante, et c'est le grand copain de J.D. Vance. Et J.D. Vance lui-même, qu'on voit quand même comme une sorte d'abruti, là, et voilà, qui donne ses performances effarantes, hein, auxquelles on a assisté au cours des dernières semaines, ben, J.D. Vance lui-même est quelqu'un qui a écrit un livre. En réalité, le parcours de J.D. Vance, bon, c'est un RP de la tech, hein. Il a été financé par les gens de la tech. C'est même plus un politique. C'est vraiment, encore une fois, la prise de pouvoir directe de la tech. Mais c'est quand même aussi quelqu'un qui a écrit un livre important, qui est devenu aussi un film sur Netflix. Il a eu beaucoup de succès, voilà. Son livre aussi. Ouais. Et son livre qui a eu beaucoup de succès, surtout à l'époque
dans les élites progressistes américaines qui se disaient, ça s'appelait Hilly Billy Elegy, et c'était voilà, une explication, c'était une histoire personnelle de son parcours en tant que, voilà, que ressortissant de la working class blanche, laissée pour compte du Midwest, des États en crise des États-Unis, livre très fin, qui a été considéré par les élites progressistes comme la vraie explication de la première victoire de Trump. Je me souviens très bien, on conseillait de lire ça. C'était considéré comme le meilleur livre qui racontait et qui expliquait cette souffrance-là, qui est aussi à la base d'une partie du succès de Trump. Et donc, il y a quand même un livre qui est au fondement de ce parcours politique-là. Et je pense que ça nous dit quelque chose sur cette capacité, au fond, de produire des idées. Je ne sais pas si c'est une hégémonie culturelle, mais c'est une tentative d'instaurer une hégémonie culturelle ou une contre-hégémonie aussi. Parce qu'en plus, il y a le discours très puissant de dire, voilà, les journalistes, la classe intellectuelle, même les artistes, les élites, tout ça, voilà, ce sont des élites face auxquelles on impose une façon complètement différente de regarder la réalité elle-même. Hein. Et Giuliano disait qu'à un moment, disons, le monde, le champ progressiste a renoncé à la bataille des idées parce qu'on pensait que bon, il n'y avait plus de bataille à faire parce que c'était gagné. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, au contraire, est devenu important et nécessaire la bataille des idées, la bataille des valeurs, la bataille de la culture, au fond, et avec tout ce que cela implique en termes de politique publique, de discussions, etc. Oui, bien sûr qu'elle est très importante. Simplement, on a du mal à percevoir pour l'instant quelle forme elle va prendre. Bon, les pouvoirs publics, c'est bien gentil. C'est très important parce que ça irrigue quand même une économie, etc. Mais heureusement, enfin, ça n'inclut pas quand même, enfin, ça ne dicte pas le contenu directement. Enfin, sont quand même encore dans ce pays, en tout cas, les artistes et les écrivains qui décident de ce qu'ils veulent faire de leur art et de leur récit. Donc, la question, c'est savoir, effectivement, je crois, enfin, c'était clé, je crois, en 14, un moment terrible, enfin, après la mort, le suicide de Trakl, qui dit « Je me suis réfugié dans la partie joyeuse de mon être ». Qu'est-ce qui va se passer pour les artistes, pour les écrivains aujourd'hui, par exemple aux États-Unis? Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Est-ce qu'il faut... Enfin, vous savez, les très bons artistes, ils répondent assez rarement à l'événement. Bon, d'accord, il y a Guernica, mais pour un Guernica, il y a très peu de choses comme ça, parce qu'en réalité, ce n'est pas des réponses très directes, si vous voulez. Vous savez, quand il y a des crises, quand il y a des guerres, il faut le temps de digérer. Ils ne sont pas comme Trump, justement. Les artistes, c'est une macération aussi. Eux aussi, ils sont puissants, mais il y a tout un travail d'élaboration. Donc, je crois qu'il ne faut pas attendre, si vous voulez, vous voyez, des choses spectaculaires comme ça. Il faut voir comment les choses, encore une fois, il faut déjà les comprendre. C'est en ça que ce genre de livre de Giuliano est très important, parce qu'il faut faire déjà un état de la situation. Ce n'est pas tellement les réponses, dans un premier temps, qui sont importantes, c'est bien poser les questions. C'est bien exposer les problèmes, c'est bien décrire la situation sans trop d'affect. Voilà, c'est bien beau évidemment, on est tous révoltés, etc. Et la révolte ne sert strictement à rien s'il n'y a pas une bonne observation des faits et une compréhension de ce qui est en train de se passer. Donc,
moi-même, je me fais cette observation que je suis en train d'observer aussi, de regarder, et ensuite, je pense, vont se mettre en place un certain nombre de réponses. Mais je crois que c'est trop tôt pour le dire. Et pourtant, vu la vitesse où vont les choses et la vitesse de la conquête des prédateurs, peut-être qu'il faudrait essayer, oui, bien sûr, de réfléchir, de comprendre, hein, mais peut-être d'esquisser une réponse ou de se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire. En tout cas, ce que je constate dans les moments de crise, c'est que les lieux de culture ont toujours été des endroits où on allait, parce que, pas seulement parce qu'il faisait chaud pendant la guerre, mais aussi parce que tout simplement, on avait absolument besoin de ça. On l'a vu un peu pendant la pandémie, hein, on a beaucoup reproché au gouvernement de dire que ce n'était pas un bien essentiel. On sait que dans les périodes très difficiles, précisément, les biens culturels sont des biens vraiment très, très importants. Donc, je crois que le livre de Raphaël Gaillard qu'il a écrit sur un peu comment on réagit à l'intelligence artificielle, comment nos cerveaux vont réagir, c'est un psychiatre, hein, comment on va réagir à l'intelligence artificielle. Et quand même, bon, son livre est assez pessimiste aussi, en ce sens. En tout cas, il fait un exposé assez anxiogène de la situation. Mais à la fin, il dit il faut lire. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est bien pour nos neurones. Il va falloir réfléchir à tout ça. Donc, je crois que c'est très important, encore une fois, d'abord de ne pas se désespérer, parce que je pense que c'est ce qu'attendent quand même les seigneurs de la guerre totale, de la guerre aux extrêmes. Et ensuite, vraiment d'être le plus intelligent possible, au sens de savoir ce qu'on veut garder d'humain aussi. Je crois que la chose essentielle, me semble-t-il, y compris quand on travaille sur l'intelligence artificielle et avec l'intelligence artificielle, c'est maintenant, en effet, la question de l'humain et du non-humain, enfin de l'inhumanité plutôt, pas du non-humain, mais de l'inhumanité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut garder de nous, de nos spécialités? Et on en a quelques-unes. On en a quand même quelques-unes. Donc, je crois que c'est à tout ça qu'il faut réfléchir et essayer, il me semble, de donner une forme à ça. Parce qu'encore une fois, le combat de la forme est important. Giuliano, est-ce que tu termines les livres avec un exemple de résistance, d'une certaine façon? Bon, on n'est pas dans le domaine de la culture, mais enfin, dans le domaine de la société civile, je ne sais pas comment on peut dire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'on peut esquisser des formes de résistance ou c'est vraiment une déferlante face à laquelle on ne peut rien faire? Non, mais bien évidemment, on peut. Ça, franchement, c'est quelque chose que je n'ai pas tout de suite compris, parce que j'étais moi aussi un tout petit peu dans l'esprit aztèque. Donc, effectivement, quand on m'expliquait qu'il y avait certaines choses qu'on ne pouvait pas, sur lesquelles on ne pouvait pas faire grand-chose, a priori, étant encore une fois assez poli et conventionnel, moi je me disais bon, peut-être on peut rien faire, mais ce n'est pas vrai. Il y a la question n'est jamais une question technique, hein. On peut, tous les instruments qui sont des instruments qui peuvent, voilà, qui aujourd'hui sont plutôt des instruments qui portent vers les extrêmes, qui divisent nos sociétés, qui à terme, d'ailleurs, encore une fois, risquent de nous enlever énormément de pouvoir, peuvent être gouvernés pour qu'ils produisent l'effet opposé. Il n'y a pas, d'ailleurs, dans l'histoire humaine, les mêmes technologies se posent dans des contextes différents et sur des cultures différentes et en produisant des effets qui sont complètement différents. L'effet de l'imprimante, hein, n'est pas du tout, de l'imprimerie n'est pas du tout le même en Europe que celui qui s'est produit en Chine. Et pourtant, la technologie est la même. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, on le voit, parce que, par exemple, par rapport à ces technologies-là, il y a quelques années, la Chine elle-même
bon, il basculait aussi vers un système où, même face au pouvoir du Parti communiste chinois, disons, il y avait des entreprises de la tech qui commençaient à avoir un pouvoir qui leur échappait. Et eux, pour des raisons qui sont des raisons de pouvoir, hein, et de maintien de leur système, ils ont effectivement imposé de façon assez brutale des contraintes et des règles qui leur ont permis de maintenir le contrôle, même en renonçant en partie. On a dit à cette époque, ça a posé problème, l'innovation va ralentir, la croissance économique à terme va ralentir. Ils l'ont fait quand même parce que, de leur point de vue, c'était plus important de garder le pouvoir. Alors ça, c'est un système autoritaire, totalitaire. Mais nous devrions faire de même pour que nos valeurs et notre façon de vivre et les mécanismes de base de la démocratie dans laquelle nous vivons soient aussi, disons, au lieu de la dimension de la Somalie, moi j'appelle ça la Somalie numérique, c'est-à-dire la sphère numérique où il n'y a aucune règle, où il n'y a que la loi du plus fort qui gagne. Il y a des seigneurs de la guerre qui imposent leurs lois, et c'est plutôt cette modalité de fonctionnement-là qui s'impose au monde réel aussi, hein, aux médias traditionnels, à la sphère publique dans laquelle nous vivons, à nos démocraties, etc. C'est exactement le contraire qu'il faudrait faire. Alors, ce n'est pas facile, mais c'est techniquement toujours possible. Et ça requiert non pas du ludisme, mais le contraire d'un esprit ludite. Parce qu'il y a une phrase, et ce sera le mot de la fin en ce qui me concerne, il y a une phrase de Rilke que j'aime beaucoup dans sa correspondance. À un moment, il dit « Je vis en mauvaise intelligence avec les appareils photographiques parce que ils n'ont plus l'humilité que devrait avoir toute machine. » Hein? Bon, il le dit un peu mieux que ça, mais il dit plus ou moins ça. Et imposer l'humilité aux machines, ce n'est pas un acte ludite, c'est le contraire. Il faut une maîtrise supérieure de la technologie, de la science de la technologie, pour imposer l'humilité à la machine. Si tu n'as pas ça, du coup, par contre, c'est la machine qui t'impose à toi, humain, une forme d'humilité. Et c'est un peu là, je crains que se joue... Oui, mais pour imposer l'humilité à la machine, il faudrait qu'il y ait un système de valeurs en amont qui considère l'humilité importante, alors qu'en ces moments, tous les systèmes de valeurs nous poussent dans une autre direction. C'est pour ça que je dis, et je reviens à mon discours, la bataille des idées, la bataille des valeurs dans la société, parce que quand tu dis il faut réglementer, tout ça, c'est seulement parce que derrière, il y a une société qui pousse dans cette direction, alors qu'en ce moment, on a l'impression que malheureusement, les valeurs démocratiques, d'égalité, de réglementation soient en retrait un peu partout, et reculent un peu partout. Je sais pas si Ce n'est pas moi qui va te contredire. Et moi, je voudrais de ta part un conseil pour pouvoir faire quelque chose. Bon, ça, c'était son mot de la fin. Et les vôtres, Laurence? Alors, le docteur, en fait, le deuxième docteur est tout aussi peu conclusif, c'est-à-dire que dit on va voir comment évolue la maladie. Non, sérieusement, je crois qu'un peut-être des remèdes, c'est de ne pas être irénique et ne pas fonctionner trop, justement, peut-être à coup de seulement, disons, de rêverie de valeurs, mais de voir déjà la situation et de dire, comme une peintresse que j'aime beaucoup, Hélène Delprat, qui écrit « La réalité de Mickey n'est pas la nôtre ». Voilà, à tout point de vue. Donc demain est un autre jour et essayons déjà d'analyser. Ensuite, on se revoit et peut-être on aura quelques solutions. Voilà. Mais d'abord, observer le malade
On observe le malade et en espérant ne pas mourir en attendant. En tout cas, je vous remercie, Laurence Bertrand d'Orléac, les Lions de Rosa Bonheur, Giuliano D'Empoli, l'Or de Prédateur. Merci beaucoup, à très bientôt.